Bonsoir à toutes et à tous. Cette conférence débat organisée aujourd'hui fait partie de l'activité digitale qui a été décidée par la RE lors de l'annonce du premier confinement afin de maintenir la expérience de Thomas, de la résidence artistique Rascal, pour aborder des réalités sociales sous différents angles, notamment l'angle urbain, la place des politiques urbaines, de la prise en charge justement des acteurs institutionnels de la violence urbaine. Il est aussi question de comprendre les notions de marginalisation, la notion d'engagement chez les jeunes et de la déconstruction de la violence à travers l'art. En fait, la question sociale a toujours été présente dans l'art. Souvent, que ce soit les artistes ou souvent les artistes contemporains composent avec le social selon trois modalités. Le social comme source d'inspiration, le social comme matériau de création et le social comme terrain d'intervention. Donc, la question du processus collaboratif dans la pratique artistique et l'autonomisation justement des personnes qui participent à ce processus, finalement du pouvoir transformateur de l'art, en tant qu'espace de révélation, mais aussi d'expressivité qui favorise la rencontre avec soi-même, mais aussi avec autrui et avec le monde. Et notre point d'entrée de ce débat, qui a mobilisé un large spectre de compétences présentes avec nous ce soir. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation à tous. Nous avons donc avec nous Thomas Eboumenid, architecte et designer français basé en Tunisie depuis 2015. En 2016, il fonde avec Hel Al-Khiari l'atelier de design pluridisciplinaire Flyou, avec lequel il participe entre autres au Design Week de Paris et de Ramen. Il finalise actuellement Rascal, qui est une résidence artistique initiée par la rue, soutenue par Dignity, en collaboration avec 5 jeunes de la Médina, autour du design et de la valorisation des déchets. Donc, ces mêmes jeunes, ils ont précédemment travaillé au sein de l'association en 2018 et 2019 avec le danseur et chorégraphe burkinabé Serge Aimé Koulibaly, et j'y reviendrai tout à l'heure. Avec nous aussi Yassine Tolki, qui est ingénieur urbaniste, docteur en génie civil. Il a intégré l'université en 2004, où il a été directeur du département d'urbanisme à l'Institut supérieur des technologies, de l'environnement, de l'urbanisme et du bâtiment. Et depuis 2011, il travaille notamment sur la transformation des instruments de l'action publique urbaine et la réforme de décentralisation. Avec nous aussi Rim Bensmeril, qui est psychologue clinicienne, enseignante à l'Université de Tunis. Elle est actuellement présidente fondatrice de l'Association Psychologues du Monde Tunisie, qui œuvre pour l'accompagnement psychologique en situation d'exception. Elle a développé de nombreux programmes d'accompagnement psychologique. Et enfin, Souhail Belhaj, docteur de l'Institut d'études politiques de Paris. Il est l'auteur du livre La Syrie de Bachar el-Assad, Anatomie d'un régime autoritaire, publié en 2013. Ses recherches actuelles portent sur le processus de transition politique en Syrie et en Tunisie, en particulier au niveau du pouvoir local. Il a récemment dirigé un projet de 3 ans en Tunisie portant sur les questions de sécurité et de décentralisation. Je passe la parole à Thomas, vu qu'en l'autre point de départ, en fait. Donc, Thomas, peux-tu nous parler de la résidence Rascal et de ce processus collaboratif, participatif pour la création d'objets ou de quelle création il s'agit? Alors, merci Soumaïa. Déjà, tu as dit beaucoup de choses en présentant. Bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux d'être là. Rascal, c'est une résidence que j'ai proposée à la rue il y a quelques mois, qui est autour vraiment, comme tu l'as dit, du design et du surcyclage et de la matière déchet ou de la matière rebut plutôt. C'est une résidence qui intègre une équipe de 6 personnes, une assistante qui est Sarah Bousgalou, et 5 jeunes adultes issus du territoire de la Médina. Tous ensemble, on a essayé de
dans un premier temps, cartographier la matière rebut qu'on retrouve dans notre quotidien personnel et la matière rebut qu'on retrouve plutôt chez les commerçants et chez les ateliers de production, menuisiers, forgerons pour les plus classiques, tisserands, etc. L'idée du fonctionnement de la résidence, c'était, moi, en tant que designer, d'essayer de soulever des pistes de technique, de montage, en fait, de guider un peu ces jeunes-là sur comment on peut créer. Et après, de laisser libre cours à notre imagination à tous pour un travail commun. Dans le projet, il y a un vrai questionnement déjà qui est très important et qui représente un peu qui est un truc très collaboratif, c'est sur l'open source. J'essaie de travailler en pensant qu'à partir du moment où l'objet il sort et qu'on le présente, il appartient à tout le monde et c'est plus mon objet personnel. Ça veut dire que libre à tout le monde de le modifier. Mais encore une fois, c'était un travail et c'était un enjeu durant la résidence de montrer à tous les gens de l'équipe que on nommait pas ce qu'on avait fait. Genre, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Parce que à l'intérieur de ce travail qu'on fait ensemble, on prend tous une part. Voilà. On a tous travaillé d'une manière ou d'une autre et on essaye de travailler de manière horizontale, c'est-à-dire de respecter le travail de chacun. Ça veut dire qu'il y en a un qui est créatif dans un centre plus classique et il y en a un autre qui va plutôt faire dans le travail de production. Mais le travail de production, ça demande une vraie réflexion créative aussi. Et donc, on méprise pas ce travail-là. Ça veut dire qu'à la fin, quand l'objet il sort, évidemment, il y en a un qui a eu peut-être l'idée la plus centrale qui a fait que cet objet est sorti, mais sans le mec qui a lui monté le produit, sans le mec de l'équipe. Bon, désolé parce qu'en effet, on n'est que des hommes dans l'équipe à part l'assistante, à part Sarah. Mais la personne qui a coupé, qui a trouvé le système pour l'assembler, la personne qui l'a shooté et qui a photographié et qui l'a mis en valeur, en fait, l'objet il se retrouve dans toutes ces personnes-là. Donc, le centre de la résidence, c'était vraiment aussi, voilà, donc, c'est pas mis en avant en tant que tel, ce travail collaboratif, c'est un peu une base qu'on s'est mis, qu'on n'a pas mis, qu'on met pas en avant dans notre discours habituellement d'ailleurs, quand on présente le projet. Mais voilà. En gros, voilà. Je sais pas si tu veux que je pousse après si tu veux que je peux développer en effet. Oui, c'est-à-dire, j'aimerais bien connaître les étapes du travail. Okay. Comment ça a été de l'idée justement à la concrétisation des objets, comment ça a été? Ok. Bon, la première idée de base, ça vient de moi avant même la résidence, c'est important, c'était ce quotidien, enfin, ces matières qu'on retrouve autour de nous en surnombre et qui, moi, me posait en tant que designer des questions à un moment où est-ce que j'ai envie encore aujourd'hui de créer des choses en faisant produire de la matière pour créer des choses, alors que j'ai tellement de choses à disposition et que c'est un terrain de jeu tellement drôle et un retour à l'enfance en plus parce que je monte des châteaux de cartes enfin voilà. Et donc ça c'est la première étape. Et puis après, à l'intérieur de la résidence, l'idée c'était quoi? C'était, comme je te disais avant, c'était de cartographier, c'était de comprendre le territoire. Alors évidemment, c'est pas une étude universitaire, on n'est pas dans l'exhaustivité des points où on va trouver. D'ailleurs, je pensais qu'on aurait plus développé cet axe-là, et puis j'ai remarqué que finalement, c'était plus l'instinctif qui a repris son cours à l'intérieur de cette recherche cartographique. Et donc, ça a été aller à la rencontre des artisans, voir les poubelles qui sont dans la rue, parce que les artisans eux-mêmes, où les gens vont déjà trier certains déchets, aller à la rencontre des gens qui participent à ce circuit de récupération de déchets pour comprendre et pouvoir récupérer, nous, plus facilement certaines matières. Et à partir de là, avec ce qu'on avait dans les mains, on a improvisé, on s'est lancé, on a tout posé à plat. Et puis, comme je te disais, le rythme de la résidence, c'était 3 jours semaine, on était tous ensemble, et que 2 jours, à la fin de la semaine, pendant 2 jours, moi, j'étais solo. Ces 2 jours solo, ça me permettait de pousser des pistes
technique un peu. L'idée, à chaque fois, j'aboutissais, on ne sait pas sur l'aboutissement d'un objet, c'est plutôt comment moi j'arrive à jouer avec la matière, avec plusieurs matières ensemble, développer des pistes et après les présenter à l'équipe. Et après, c'est des workshops en fait. On s'amuse pendant 2-3 jours et on voit sur ce sur quoi on peut aboutir. Évidemment, moi qui suis designer et qui ai une expérience plus importante, je suis là pour essayer de les guider, les orienter. Mais moi, j'ai été le premier surpris des résultats de toutes les personnes qui bossaient avec, enfin, de toute l'équipe, sachant qu'aucun n'a une formation euh, créative. C'est-à-dire que certains n'ont pas fini le lycée, d'autres, Rudy fait des études d'informatique. Bah, pour présenter l'équipe un peu, parce que c'est important du coup. Donc il y avait 2 personnes dans l'équipe de communication. Ryan qui a fait la formation de la maison de l'image, donc il a une formation de photographe, formation courte, mais il a une formation de photographe. Youssef, lui, il a fait une formation de graphiste. Akram, il a eu plusieurs boulots. Il a commencé la fac et il a arrêté. Rudy fait une licence d'informatique, a une licence d'informatique. Atem, lui, a plus fait plein de petits boulots à la Médina. Il n'a pas terminé le lycée. J'en oublie pas, je pense. Voilà. Donc voilà. Après, on a essayé comme je te disais, d'expérimenter. Et aussi, on a intégré dans le programme assez rapidement avec Sarah l'idée d'aller à la rencontre d'autres acteurs que nous pour s'ouvrir, que ce soit moi ou toute l'équipe d'ailleurs, pour essayer de comprendre comment les autres personnes travaillent. Que ça soit, donc on a essayé de rencontrer un panel vraiment large, ça veut dire des artistes. On a rencontré Sbaï Gnewi qui est en résidence en ce moment à la Fondation KLF. On a rencontré Feriel Zouari qui est une artiste plasticienne, une très bonne artiste plasticienne. On a rencontré l'association Tunisie Recyclage qui a monté un programme de récupération et de tri des déchets. On est allé à la rencontre d'un menuisier pour voir les techniques, de comment il travaillait. Donc voilà, et ça tous les mercredis, après-midi ou matin, on essayait d'avoir cette sorte d'initiation ou workshop pour s'ouvrir vers d'autres champs et essayer de voir si on pouvait apprendre, enfin, pas essayer de voir, pour apprendre des autres. L'idée, c'est vraiment, on parle beaucoup, il y a un truc, on parle beaucoup d'économie circulaire, mais moi, je crois beaucoup aussi en l'éducation circulaire, ça veut dire le partage du savoir qu'on a de manière, enfin, ça peut se faire de manière très simple, c'est par la rencontre, en fait, tout simplement. Et sachant que ce projet, Rascal, c'est une résidence, mais c'est un projet que j'aimerais bien développer, j'ai envie qu'il ait une vraie durabilité. Et donc, c'était important de commencer aussi la cartographie des acteurs. Voilà. Et donc, ça aboutit sur une exposition de 3 jours qui démarre demain. Si j'ai l'air fatigué, c'est un peu pour ça. Et inviter ceux qui sont à Tunis et qui sera du jeudi à samedi rue du Dey, à côté de Bebnar. Voilà. À partir de 10h. Et justement, par rapport à la mobilité des jeunes au niveau de la cartographie du rassemblement des déchets, est-ce qu'il y a eu des réticences par rapport à je ne veux pas aller dans ce quartier, je ne connais pas les gens, je veux dire, est-ce qu'il y a eu cette espèce d'entente ou de refus carrément d'aller justement vers les artisans? Ouais, la cartographie, c'est un gros enjeu. Pour moi, c'était extrêmement central dans le démarrage du projet. Et ça a été une problématique, pas complexe, mais ça a été une problématique au départ. Parce que j'avais un plan en tête de méthodologie, d'envoyer les gars sur le terrain avec un questionnaire, d'aller à la rencontre pour avoir essayé de choper le plus d'informations possible et sur le plus de personnes possible, donc le plus d'artisans possible. Et je me suis confronté à un problème qui était que les gars de l'équipe,
ils avaient. Alors, déjà, nous, on allait à la rencontre des gens au moment où ils travaillaient, donc, et sans rendez-vous au départ. Donc ça, déjà, c'est une première entrée en matière qui est compliquée. En plus, on arrivait, même si on présente le projet, c'est très flou. On arrivait avec des questions qui sont un peu intimes dans le travail. Quel type de déchets, quelle quantité, comment tu travailles. Ça fait un peu flicage. Donc, ça, c'était une deuxième problématique. Faire une étude de terrain, je pense que c'est quelque chose d'assez universitaire et en fait, il faut l'avoir fait plusieurs fois pour comprendre comment ça se passe. Et je pense que je les ai un peu envoyés au casse-pipe sans m'en rendre compte. Et ça, c'est une première chose. Donc, ils n'avaient pas tous les outils en main. Et la deuxième chose, c'est que, en effet, eux, ils voulaient pas rentrer. Ils se sentaient mal à l'aise. Je pense, ils me l'ont pas dit, mais je l'ai senti très rapidement. Ils se sentaient mal à l'aise avec le fait d'aller poser des questions et que dès que la personne était pas responsive, euh, il la laissait tranquille. Ils n'étaient pas là pour. Encore une fois, ils se sentaient un peu flics à un moment, et donc on a dû changer cette manière de travailler. On a dû. D'autant plus que… Oui, parce que en fait, après, il fallait se mettre dans un. Enfin, moi, j'étais dans une. La temporalité, elle était de 3 mois. Donc, ça veut dire. Et la temporalité de la cartographie, du coup, elle ne devait être que d'un mois et demi maximum. Ça veut dire qu'on s'est beaucoup plus retourné très rapidement vers les contacts de personnes qui connaissaient. Et on s'est très rapidement arrêté au premier contact, donc le contact des personnes qui connaissaient et des amis d'amis. Et on n'a pas pu aller plus loin parce que c'est pas eux pour eux, c'est pas que eux ils en étaient pas capables, mais que c'était pas possible dans une temporalité si courte. Évidemment, il y a un aspect de confiance, de compréhension. Et puis nous, au départ, on pouvait pas inviter les gens à venir à l'atelier parce qu'on n'avait rien à montrer, parce qu'on avait besoin de cette matière-là pour démarrer. Donc il y avait un peu ce serpent qui se mordait la queue. Donc il a fallu ça, j'y avais pas pensé au départ. Donc il a fallu rebondir en disant bon, ok, c'est pas grave, la cartographie elle sera moins exhaustive que ce qu'on pensait. L'idée c'est allez, on y va, on voit tous les gens qui sont chauds, on les lâche pas. Vos potes, vos amis, les gens de la famille qui travaillent, qui ont des commerces, allez-y. Et c'est comme ça qu'on a récupéré la matière. Et oui, voilà. Et oui, ça a été compliqué. Ça a été compliqué au départ. J'ai senti vraiment la réticence des jeunes, de tout le monde vis-à-vis de ça. Au début, je comprenais pas. Et il a fallu que j'aille sur le terrain avec eux, que Sarah aille sur le terrain avec eux pour qu'on comprenne qu'en effet, ils voulaient pas. Oui, c'était compliqué. Pourquoi je t'ai posé cette question? Parce qu'en fait, dans le cadre d'un rapport autour du projet pilote Déconstruire la violence à travers l'art que j'ai réalisé avec Rabin Rai, il était justement d'évaluer les attitudes et les pratiques des jeunes artistes citoyens qui ont justement collaboré avec pendant la résidence artistique de Serge Aimé, justement de voir, mesurer les attitudes et la pratique des jeunes. Est-ce que ça a transformé leur rapport à la Médina? Est-ce que ça a modifié les rapports qu'ils entretiennent entre eux? Parce qu'il y avait un certain cloisonnement territorial par rapport à chacun, par rapport à l'appartenance du quartier. Et du coup, ce que nous avons constaté, c'est qu'au fil des sessions, eh ben, ce cloisonnement a été complètement chambardé. Et justement, il y avait une solidarité qui était vraiment née. Il y avait une communauté de destin carrément qui a été, je veux dire, construite au fil des années, au fil des sessions. Et justement, le travail, c'était ont changé de perception par rapport au quartier à travers l'échange entre les jeunes. C'est-à-dire qu'à un moment, les jeunes, ils n'ont pas, comment dire ça, l'environnement dans lequel ils étaient, qui était propice à l'émergence de toutes sortes de conflits et de toutes sortes de violences, et ben, ça a été complètement
bannis de leurs échanges et justement en arriver à connaître un quartier à travers les propos ou une discussion à travers un autre jeune. Et ça, je trouve ça assez, assez révélateur de ce travail collectif, c'est-à-dire que cette entraide a abouti à une espèce de décloisonnement, d'acceptation en fait de l'autre. Et justement, par rapport à ça, je voulais demander à Yessine, qui a justement mené une étude par rapport à cette question, qui connaît bien le contexte de la Médina, de nous en parler de cet aspect cité refuge, cité prison. Est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à ça, Yessine? Merci. Oui, merci Soumeya. Donc, l'ensemble de la présentation donc, de Thomas nous permet de voir des éléments d'ancrage par rapport à des questions, disons, un peu plus larges sur la question de la place des jeunes dans les politiques publiques urbaines et dans la Médina donc, en particulier. Si on revient au résultat de l'étude que tu as mentionné, on trouve que les rapports qu'entretiennent donc les jeunes avec leur espace, donc avec leur territoire de la Médina est assez complexe. Dans une situation où les institutions publiques n'arrivent pas à offrir des éléments qui sont susceptibles de répondre donc convenablement donc aux besoins de ces jeunes sur la question de la mobilité, sur la question des équipements sociaux collectifs, sur la question aussi de la gestion des espaces publics dont la Médina qui sont des espaces publics un peu particuliers si on compare le modèle médinal au modèle donc d'urbanisation ou d'urbanisme occidental. Tout ça fait que dès lors que le territoire est différent des autres quartiers, dès lors que les politiques publiques sont un peu timides, donc d'une manière générale et encore plus dans le territoire de la Médina qui est assez compliqué, donc ça donne lieu à des pratiques donc des jeunes qui sont donc différenciées si on les compare avec les pratiques des jeunes donc dans d'autres quartiers de la capitale notamment. Il y a un jeu d'intégration et d'exclusion donc à la fois. Donc l'espace de la Médina est un espace refuge, c'est un territoire donc d'intégration pour les groupes qui sont les plus défavorisés, mais en même temps il y a des formes donc d'exclusion des autres équipements de la ville, de certains donc marchés de l'emploi, de certains autres espaces extra donc Médina. Donc la mobilité, elle est contrainte par par des contraintes à la fois socio-économiques, mais également donc sécuritaires. Ceux qui ne disposent pas de carte d'identité nationale, ceux qui sont donc recherchés, ceux qui n'ont pas les moyens donc d'aller ailleurs et qui sont obligés de recréer donc leur propre territoire, leur propre donc bassin de vie donc à l'intérieur de la Médina en recourant à certaines pratiques assez particulières. Et si de l'autre côté donc ces éléments-là ne sont pas intégrés dans des politiques urbaines ni nationales ni à l'échelle locale, donc la Médina de Tunis donc fait partie de la commune de Tunis, mais outre les activités spécifiques à la question urbaine à travers l'association de la sauvegarde de la Médina, on ne trouve pas donc assez donc de structures qui sont là pour prendre en charge donc ce type de problématiques. Et là, les jeunes donc s'organisent donc entre eux. Et l'expérience là que nous venons donc d'entendre à travers donc l'atelier, ça représente donc une autre forme donc d'organisation. Moi, je me rappelle très bien que donc au démarrage des activités donc artistiques qui sont tenues depuis 10 ou 15 ans donc dans la Médina, donc comment donc le comportement donc des jeunes donc évolué donc vis-à-vis de ça, qui a eu des formes donc d'appropriation. Donc
pour synthétiser, il y a une situation donc assez particulière sur le plan géographique, mais aussi sur le plan des politiques publiques, donnant lieu à des comportements assez différenciés donc des jeunes. Et ces éléments sont donc à intégrer dans toute action qui est donc destinée à offrir donc de nouveaux services ou bien à offrir donc d'autres pistes, que ce soit de réflexion, que ce soit artistique, que ce soit donc au niveau des activités donc à réaliser donc par ces jeunes. Et la plupart des expériences que j'ai particulièrement donc observées de près ou de loin montrent donc un potentiel donc énorme donc au niveau de ces jeunes. Il y a certains clichés que la Médina fait peur, que c'est pas très intéressant, qu'il n'y a pas le niveau intellectuel donc minimal. Et c'était donc l'exposé de Thomas. Je pense que il montre d'une manière assez perceptible que donc ces éléments-là n'ont pas empêché donc la progression donc d'une expérience donc extrêmement intéressante. Voilà, Sommeil rapide. Merci. Nous avons même noté, merci Essine, nous avons même noté justement lors de nos observations, nous avons remarqué que la majorité des jeunes ont changé leur perception même de l'activité artistique, plus particulièrement de l'expression corporelle. C'est-à-dire qu'au départ, la danse, eh ben, se disait, mais c'est quoi cette histoire? C'est pas pour nous, on n'est pas des femmes. L'image déjà, elle est assez particulière, mais il y a eu une évolution, il y a eu un processus interne de changement et du coup, les jeunes se rassemblaient même c'est-à-dire dans un café pour discuter de ce qu'ils faisaient. Ah, tu as vu cette technique, ah, peut-être que tu aurais pu adopter telle démarche ou telle dans ton tableau chorégraphique. Peut-être toi, tu as eu mal au genou, donc ne fais pas ce tableau. Donc, il y a eu cette évolution ou ce changement interne par rapport justement à ce que tu disais, l'évolution par rapport à cette activité artistique en particulier et par rapport même à ce que à l'association La Rue, parce que souvent ces mêmes jeunes, eh ben, on avait, comme disait Thomas, des étudiants, et ben, ils travaillaient chez La Rue, dans le local de La Rue, quand il n'y avait pas, bien sûr, quand il n'y avait pas le Covid et qu'il n'y avait pas de restrictions sanitaires, etc. Sur ce, je Si je peux voulais rebondir aussi demander. Oui, 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 Essine, vas-y. en 20 secondes. Donc, il y a un double jeu de perception dans les deux directions. Ces jeunes-là de la Médina, comment ils sont donc perçus par les artistes, par les acteurs également donc politiques, qui est objet à évolution. Mais en même temps, donc il y a comment ces jeunes-là donc eux-mêmes donc regardent les travaux de ces artistes, leur regard, leur perception de l'action artistique donc d'une manière générale. Cette expérience, elle montre que ce jeu, c'est un jeu donc dynamique, que rien n'est figé et donc on doit absolument sortir du cercle de la stigmatisation dans un sens comme dans l'autre. Merci, Essine. Justement, en parlant de stigmatisation et de marginalisation, Rim, vous avez mené une étude avec des experts sur 805 jeunes issus de quatre quartiers du Grand Tunis. Comment pouvez-vous nous parler du ressentiment chez les jeunes et notamment ce sentiment d'exclusion? Rim? Bonsoir, oui, merci Soumaï. J'étais nous-mêmes, on a été un petit peu bouleversés. Enfin, on ne s'attendait pas au résultat qu'on allait obtenir en travaillant sur cette étude. Nous avions effectivement sélectionné 4 quartiers et on avait sélectionné 4 quartiers, quartiers structurés et 2 quartiers non structurés, pensant qu'on allait avoir justement une différence dans
la pensée sociale des jeunes entre des quartiers comme Kabaria et Sidi Yassine, étant les quartiers non structurés, et deux quartiers structurés qui étaient plutôt le Mourouge et le Manza. Et on les a questionnés sur un certain nombre d'éléments de la pensée sociale, et notamment donc les questions de marginalisation, les questions d'injustice, mais aussi la violence en fait perçue et subie par ces jeunes, pour essayer de comprendre ou de voir un petit peu les résonances que l'on pouvait avoir, nous, parce qu'on on se posait la question de la résonance dans l'extrémisme violent et comment certains jeunes peuvent s'engager donc dans ces violences extrêmes. Et là, on a été assez surpris de voir qu'il n'y avait pas très souvent de différence significative entre les quartiers dans la pensée sociale des jeunes, et que, par exemple, 73,9% se considèrent non entendus. Je parle par rapport toujours à l'échantillon étudié, en fait. Donc 73,9% des jeunes de l'échantillon se considèrent qu'ils ne sont pas entendus dans leur pays, 60% se sentent marginalisés et 51,6% qui se sentent opprimés, c'est-à-dire que, et ça sans différence significative entre les quartiers. Plus de 70% toujours se considèrent ne pas jouir de leurs droits, ne peuvent pas jouir de leurs droits en tant que citoyens, et 60% se considèrent victimes d'injustice et donc de subir des injustices dans leur pays. Quand on parle de jouir de leurs droits ou d'injustice, et quand on les a questionnés dans des focus group, en fait, c'était vraiment par rapport à ne pas. Ça commençait très tôt, ça commence depuis l'école, et après, en fait, au niveau donc de leur parcours scolaire, mais également dans leur quartier, mais également après pour donc trouver du travail ou avoir une place dans leur société, ou tout simplement aussi pouvoir être acteurs dans leur région ou dans leur quartier. Et quant au sentiment d'appartenance, nous les avons questionnés là-dessus, et là on voit que le pays arrive en 6e position avec donc un sentiment d'appartenance exprimé à 45% dans l'échantillon étudié, mais que le quartier arrive en 3e position, c'est-à-dire qu'ils sentent une appartenance au quartier qui est beaucoup plus forte que l'appartenance qu'ils peuvent avoir au pays. Et en première position, c'est l'Omma Islamiyya, donc la communauté musulmane. Après, les amis, puis le quartier, et enfin la famille élargie et la région. Donc on voit bien que le quartier prend une place même plus importante que la famille dans le sentiment d'appartenance par rapport à l'échantillon étudié. Et je pense que tout l'intérêt et tout l'intérêt que j'ai porté à ce que disait Thomas de l'intégration des jeunes et du fait de travailler dans certains quartiers avec des jeunes du quartier pour pouvoir en fait se rapproprier leur quartier, ou rapproprier même enfin, quelque part le comprendre mieux à travers peut-être ces déchets, à travers ces artisans, à travers. Je trouvais ça vraiment intéressant, d'autant plus qu'il y a un sentiment d'appartenance assez fort que nous avons retrouvé chez ces jeunes par rapport à leur quartier. Quant au rapport à la violence, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, et comment en fait ces jeunes peuvent être des fois violents entre eux. Effectivement, nous avons été surpris par le fait que plus de 70% des jeunes pensent qu'il y a de la violence dans la société d'abord, et que 77% des Tunisiens sont violents entre eux. Donc en fait, tout le monde, enfin, même si elle n'est pas exprimée, comme vous l'avez dit un petit peu, elle est exprimée comme normale, d'accord, mais elle est là, et elle est entre les Tunisiens entre eux, et elle est dans la société tunisienne. Et après, on a 57,7% des répondants qui estiment avoir été, eux, victimes de violences d'État. Donc, on voit bien que le chiffre
des personnes qui estiment avoir été victimes d'une violence d'État est inférieur au nombre de personnes qui perçoivent la violence d'une manière générale dans la société. Donc, cette violence, alors là, bien sûr, quand on parle de violence, il y a des différences entre les quartiers. Et là, on constate des différences conséquentes, il y a des différences significatives entre les quartiers structurés et les quartiers non structurés. Donc, on constate aussi uniquement, alors il n'y a pas vraiment de différence au niveau genre, mais il y a la différence au niveau de violence perçue genre, c'est uniquement au niveau de la violence dans les stades. Sinon, pour tout ce qui est violence à l'école, violence dans les institutions publiques, violence dans la rue, dans les quartiers, etc., on n'a pas constaté de violence, de différence significative dans l'échantillon étudié toujours entre, voilà, entre les hommes et entre les répondants masculins ou répondants féminins. Par rapport à la violence subie, donc en fait, effectivement, le premier espace dans lequel les jeunes subissent la violence, c'est la rue. Et en fait, puis l'administration, puis l'école, donc la rue reste le premier espace dans lequel ils disent avoir subi de la violence. Et pour la plupart aussi, par rapport à la violence d'État et la violence policière notamment, leur première expérience souvent avec la violence policière, elle est au niveau dans les manifestations sportives et dans les stades. Donc ici, les jeunes font vraiment référence à un rapport qui s'installe progressivement dans la violence avec les agents de force de l'ordre, avec la police, qui s'installe au cours dans les quartiers, mais également dans ces espaces dans lesquels eux, ils vont pour justement se détendre, pour être dans la joie, pour être supporter leur équipe. Mais là aussi, il y a la foule, il y a dans cette foule une possibilité pour eux de s'exprimer, d'exprimer des choses qu'ils ne peuvent pas exprimer seuls dans leur quartier. Et là, en retour, très souvent, ce qu'ils ont, c'est de la violence et de la violence policière. Et de là, quand on les a questionnés sur leur perception de la police à travers, en fait, une étude de perception dans laquelle on leur demande les 3 premiers mots qui leur viennent à l'esprit quand on vous dit le mot police, eh bien, ce qui ressort, c'est beaucoup plus des mots qui sont liés à la corruption, tout d'abord, avec beaucoup d'expressions autour de rachwa, etc. Une deuxième notion qui est beaucoup plus par rapport à la lâcheté. Donc, en fait, une police qui ne protège pas, qui, devant certaines situations, est dans une certaine lâcheté. Et ce qu'on retrouve très minoritaire et très peu présent chez les jeunes, c'est donc les notions de protection ou de sécurité. Donc, en fait, on a plus un rapport, une perception de la police comme quelque chose de violent. Enfin, d'abord corruptible, puis lâche, puis violente. Et les notions de sécurité et les notions de protection n'arrivent que d'une manière ne sont perçues que de manière très faible dans la population étudiée. Alors, quand on les questionne également par rapport à comment améliorer la situation, ou qu'est-ce que vous voyez comme changement ou par où peuvent venir les changements. Donc, pour eux, ça peut à la fois venir, pour 61% des répondants, que c'est dans le respect de Shara Rabbi ou des lois divines, enfin, des lois voilà, coraniques. Mais en fait, quand on les questionne dans les focus group là-dessus, c'est beaucoup par rapport justement à une société plus juste, plus intègre, qui est plus respectueuse en fait de l'autre et de l'humain. Et d'ailleurs, enfin,
ces mêmes jeunes pensent également qu'appliquer des règles démocratiques est une solution à apporter et qu'ils pensent que le respect des droits de l'homme à 67% est un élément très important dans le pays pour pouvoir améliorer la situation des pays. Donc on voit très bien que tout cela n'est pas antinomique, n'est pas en contradiction pour eux, mais que à la fois la démocratie, les droits de l'homme et des règles qui respecteraient des valeurs de l'islam seraient des règles qui vont pouvoir améliorer la situation dans le pays. Et là, donc, on arrive dans notre étude un petit peu à un résultat qui nous a aussi paru assez intéressant, c'est-à-dire que ce qu'ils perçoivent au niveau de l'engagement et de leur engagement, c'est que ces jeunes se perçoivent ne pas être acceptés. Il y a un nous et un eux. Il y a une utilisation des jeunes dans le jeu politique à certains moments donnés, par l'ancien régime dans les maisons de culture, dans les maisons, etc. Et puis aujourd'hui, ponctuellement, à la veille d'élections ou dans par certains partis, etc. Mais sinon, le reste du temps, ils se sentent complètement abandonnés par les politiques publiques et ne pas avoir leur place dans leur même dans leur quartier et dans leur cité. Donc voilà un petit peu, j'ai dit sommairement, enfin j'espère que je n'ai pas été trop longue, que je ne vous ai pas trop agressé avec des chiffres, mais voilà, je suis à votre disposition pour faire parler les chiffres si vous voulez. Merci beaucoup, Eline. Justement, Souhail, je voulais te demander comment remédier entre cet écart entre l'offre étatique en matière de sécurité et les besoins des citoyens et des citoyennes. C'est-à-dire, quels sont les acteurs qui seraient peut-être impliqués en matière de prévention de ce genre de violence. Finalement, ceux qui détiennent le pouvoir justement pour y remédier sont eux-mêmes ils exercent la violence, c'est-à-dire comme vient un peu de décrire Rim par la police, ces agents qui sont normalement dans la défense justement des citoyens. Les jeunes, la perception des jeunes est totalement contradictoire avec leur fonction. Souhail, est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à cette question? Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Alors oui, effectivement, il y a un rejet d'État de la part de cette jeunesse, un besoin d'État dans le même temps. C'est vrai qu'il y a une contradiction. Comment la résoudre? Alors juste avant de commencer de répondre directement, enfin de manière la plus précise possible à ta question, je voulais faire un ou deux commentaires pour resituer un peu mon intervention, c'est-à-dire que moi je vais apporter un éclairage un peu plus macro. C'est-à-dire, en gros, toutes les interventions qui ont eu lieu là, on a un dénominateur commun évidemment, c'est les jeunes, la violence, les institutions de manière générale, le quartier, toutes ces expériences vécues, le rapport à l'art. D'ailleurs, je précise qu'il y aurait une superbe ethnographie à faire sur le travail et d'observation sur le travail de Thomas, en fait, qu'on pourrait associer, compléter l'étude de Yassine Torki et de Hanen Lrali, que je recommande vivement de lire sur la violence urbaine dans le quartier de la Médina. Et alors donc pour répondre à ta question, et là ça prolonge bien l'intervention de Rim qui a déjà pris un peu plus de hauteur avec les comparaisons entre quartiers et puis à parler des institutions, des partis politiques aussi et du rapport des jeunes. C'est vrai que la question qu'on s'est posée il y a quelque temps avec quelques chercheurs, c'est comment favoriser l'émergence de mécanismes institutionnalisés
qui finalement facilite la collaboration entre la société civile et l'État central tunisien. Donc encore une fois, le dénominateur commun de tout ce qu'on a évoqué comme groupe sociaux ou comme individualité à travers les jeunes, c'est la société civile, parce qu'ils appartiennent à la société civile. Alors l'idée, c'est comment associer société civile et État afin de répondre adéquatement aux besoins des populations urbaines en matière de sécurité et de prévention de la violence urbaine. Alors, j'ai tout de suite une réponse, je commence par la conclusion, c'est que notre idée, c'était, parce que je suis pas la seule à l'avoir eu, c'était d'engager la municipalité, donc ça peut être celle de Tunis, ça peut être, je sais pas moi, celle de Medine, ailleurs en Tunisie, sur le territoire, dans une initiative de prévention de la violence urbaine. Alors, s'il faut savoir, c'est que donc en Tunisie, particulièrement à l'échelle locale, donc ça peut être les quartiers populaires de Tunis et du Grand Tunis, ça peut être les quartiers populaires ailleurs en Tunisie, à Sidi Bouzid ou ailleurs. Donc, les ressources manquent à l'État tunisien pour combler une forme de vide. Il y a de défaillances sécuritaires. Alors tout ça, ça fait l'objet d'études. Je reviens pas là-dessus. Alors, comment faire? À mon avis, il est possible de mobiliser ces ressources manquantes, notamment en s'appuyant sur la société civile. Et donc, une des manières d'y arriver, c'est de faire émerger, comme je l'ai dit, un mécanisme institutionnel qui permet à ce que l'État et la société civile coopèrent. Alors, moi, je pense que les conseils municipaux élus démocratiquement en mai 2018 peuvent jouer ce rôle de courroie de transmission institutionnelle, donc entre l'État et la société civile. Pourquoi? Parce que la municipalité, ça constitue l'échelon intermédiaire qui, à mon avis, est adéquat pour identifier les problèmes d'insécurité et de mobiliser mobiliser les ressources politiques, en fait, sociales, administratives, etc., pour lutter contre cette insécurité et faciliter la coopération entre, d'un côté, l'échelon politique et administratif, au niveau vraiment local et micro-local, c'est-à-dire, en gros, c'est le secteur et la délégation, quoi, le Moratmed, et puis au niveau macro-local. Macro-local, c'est quoi? C'est le gouvernorat. Et alors, évidemment, on peut s'appuyer au niveau légal sur le nouveau code des collectivités locales qui a été approuvé par le Parlement en avril 2018 et qui donne finalement à la municipalité une compétence générale pour gérer les affaires locales. Donc, du moment qu'elle respecte les compétences des autres institutions, et donc c'est évidemment l'administration locale que je viens de mentionner, avec justement le Moratmed et puis le gouverneur. Alors, je peux simplement faire un tout petit point sur cette violence dont on a eu plusieurs témoignages là très précis. C'est une espèce de violence endémique qui a encore augmenté depuis la révolution tunisienne, puisqu'en gros, oui. Non, j'appuie ce que vous dites. Ah oui, d'accord. Par exemple, entre 2012 et 2015, on a eu une augmentation vraiment importante de l'ordre de 12% du nombre d'actes criminels à l'échelle nationale. On a par exemple eu 400 postes de police saccagés ou incendiés, 800 véhicules sur tout le territoire. En parallèle de ça, c'est les vols, les violences, les actes portant atteinte à la famille, à l'enfance, qui témoignent qui sont des manifestations de cette insécurité. Donc tout ça est en augmentation. Et puis dans le même temps, on a une forme d'affaiblissement du contrôle social en Tunisie, donc qui tend à rendre ces actes encore plus fortement ressentis. Et puis, alors si on veut préciser, il y a l'étude que j'ai mentionnée de Adnen et de Yassine Torki sur la Médina qui permet d'affirmer que la petite et moyenne délinquance sont prédominantes. C'est vol à l'arraché, les braquages, consommation et vente de drogue et d'alcool, etc. Bon. Alors, comment est-ce qu'on peut faire
de manière très concrète. Donc, il faut déjà faire des constats. Alors, le premier constat, c'est que c'est l'État en Tunisie qui reste le premier acteur institutionnel dans le domaine de la violence et de la prévention de la violence et de la répression des gens qui commettent ces violences. Donc, je l'ai dit à travers le délégué, à travers l'OLI, à travers la police, etc. Et donc ça, ce sont des acteurs incontournables. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas penser une prévention de la violence en Tunisie en se passant de l'État. Ça, c'est complètement impossible, ni au niveau légal, ni au niveau simplement opérationnel. Et le second constat, c'est que par moment, le manque de coordination entre les instances, qui est généralement très évoqué, même absolument, même les municipalités. Absolument, entre les différents échelons de l'État. Donc, oui, effectivement. Le manque de coordination acteurs. Et puis entre les différents acteurs. Ça ne, je veux dire, comment garantir une certaine réussite de cette action de prévention si tout reposerait sur déjà un manque de coordination qui est... Ouais. Et justement, donc il y a ce problème de coordination. Il y a disons, la municipalité pourrait directement, enfin pourrait servir d'une certaine manière à faciliter cette coordination, pas en centralisant, mais disons en apportant un éclairage extérieur à cette action directement de l'État. Mais pour ça, il faudrait qu'elle fasse partie, par exemple, de ces conseils locaux de sécurité, au moins que le maire puisse assister aux conseils locaux de sécurité qui sont directement, c'est-à-dire les principaux participants, enfin les participants, ce sont évidemment les représentants de l'État, que ce soit le Mohamed, ou que ce soit l'Oueli, ou que ce soit les représentants locaux, les chefs locaux de la police. Donc ça, c'est une première piste. Mais pour ça, il faudrait que les pouvoirs de la municipalité puissent soit être renforcés, soit que la municipalité elle-même puisse prendre au niveau opérationnel, enfin puisse se saisir de certaines de cette thématique finalement de la violence et de la violence urbaine et de sa prévention. Alors, elle peut le faire. Je ne vais pas rentrer là dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et puis, c'est des détails très techniques, mais elle a la possibilité de le faire, notamment grâce au nouveau code des collectivités, à la Constitution. Donc ça, c'est une possibilité. Elle pourrait au moins permettre de pouvoir collecter un certain nombre d'informations sur justement l'état de la violence, enfin d'identifier localement les différentes ce qui est précisément la violence urbaine, c'est-à-dire quel problème principal on a et qui peut différer d'un quartier à l'autre, d'une région à l'autre. On a une violence urbaine qui est, de manière générale, je l'ai présenté au tout début, ciblée sur des actes de délinquance, etc. et autres. Mais il y a des différences aussi, comme l'a dit Rim, dans les quartiers. Donc la municipalité pourrait servir à ça, sachant qu'elle est en lien direct avec, par exemple, toutes les structures éducatives. Elle est donc l'école, les collèges, les lycées, etc. Elle est en lien direct avec les associations locales, avec les associations de commerçants, etc. Donc elle est plus à même de faire remonter les perceptions et la violence vécue par les acteurs civils, par la société civile locale. Alors, comme autre acteur, il n'y a pas simplement le maire ou les représentants de l'État, mais il y a aussi au niveau vraiment macro le ministère des Affaires locales, qui est lui chargé, c'est un mot que j'ai pas encore prononcé, mais j'aurais dû le faire, qui est chargé de mettre en œuvre, d'exécuter la décentralisation, la réforme de la décentralisation en Tunisie. Et donc tout ça doit s'opérer en lien direct avec le ministère des Affaires locales.
et aussi les députés de l'Assemblée, qui sont intéressés et qui ont des compétences j'allais dire, techniques, qui ont des remontées de leur région. Et alors donc il faut surmonter toutes ces contraintes administratives dont tu as parlé, les conflits de compétences, et puis surtout au-delà de ça, la municipalité peut être aussi intégrée à des initiatives intéressantes qui ont été prises, notamment en ce qui concerne la police de proximité. Et donc c'est une initiative assez récente, ça date de 2013. Et donc elle pourrait servir d'organe de coordination. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais parler beaucoup trop longtemps. Bon, il y a les commissions spéciales municipales qui pourraient être mises en place, etc. Donc je renvoie à une étude qui a été menée, une étude de faisabilité qui a été menée pour le compte de Dignity. Et voilà, de manière générale, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'on peut rétablir justement ce sentiment de confiance par rapport à cet écart qu'il y a entre ce que représente l'État et les citoyens, notamment par rapport à la place des politiques urbaines, et là je m'adresse à Yacine particulièrement, et de la place des populations et leurs besoins dans la planification des villes et toutes les conséquences qui en découlent en matière de mobilité. Est-ce que tu peux nous éclairer, Yacine, par rapport à ça? Oui, mais tout d'abord une réaction très rapide à ce que vient de dire Souheil. Oui, le modèle présenté tient compte donc de la spécificité de la municipalité comme institution donc en Tunisie, d'un processus de décentralisation qui est appelé à donner justement plus de compétences aux communes. On pourrait être très enthousiaste donc à essayer de pousser au maximum pour que la commune puisse, à partir de sa compétence générale sur les questions locales, qu'elle puisse avoir la position qu'elle mérite sur la question de la sécurité et de la prévention au niveau local. Mais malheureusement, les premières expériences qu'on a vues ces dernières années autour de questions satellites qui gravitent autour de la sécurité, comme par exemple la création de la police environnementale qui, malgré son nom de police, n'a pas de mandat sur les questions sécuritaires et qui se limite à des aspects de réglementation donc environnementale. Donc cette création de la police environnementale, elle a été très très mal perçue. Il y a eu donc une concurrence entre institutions et on a lu donc dans certains journaux que même les nouveaux agents de la sécurité ont été donc agressés à ce titre. Aussi, ce qui se passe aujourd'hui sur la question de la police donc municipale à Smith, là, il y a 2 mois, donc la capacité de la municipalité à mobiliser des forces locales, le lien qui est extrêmement donc difficile, on a vu, donc on a lu dans les journaux et donc des échanges donc entre le gouverneur et le maire autour donc des échanges assez musclés autour du recours à la force coercitive donc pour pratique des décisions donc municipales, disant que le climat aujourd'hui est malheureusement donc pas très favorable pour ça, et donc il est nécessaire donc d'assainir donc ce climat et d'asseoir donc une réelle donc complémentarité donc entre institutions. Les compétences des communes sont plus ou moins connues à travers le code des collectivités locales, mais les compétences de l'autre côté des forces ou bien des acteurs déconcentrés, donc les représentations de l'État, n'ont pas été revues à la lumière de la décentralisation, et donc ça donne lieu à une forme de confusion
Donc, on améliore le positionnement des communes. Je suis parfaitement donc d'accord, mais en même temps, il faut que les autres acteurs jouent le jeu, donc également pour que la danse se fasse sur deux pieds et qu'elle donne forme donc à une nouvelle reconfiguration donc des acteurs à même de ramener plus de prévention au niveau de la sécurité. Et pour maintenant, pour répondre à Soumaïa, oui, on essaie aujourd'hui de mettre en place des politiques locales assez réfléchies avec la population. Aujourd'hui, les municipalités, toutes les années, préparent ce qu'on appelle le PAI, le plan annuel d'investissement, où les projets de proximité, ils sont co-décidés par la municipalité et par la population. L'idée est très porteuse, donc la municipalité est obligée de publier un diagnostic de la situation locale, de déterminer le budget qui va être alloué aux investissements, d'inviter la population, que ce soit en présentiel ou bien en ligne, à discuter quels sont les projets qui vont être donc réalisés, et la commune est dans l'obligation donc de passer par ces réunions si elle veut avoir des dotations publiques en matière d'investissement. Donc le schéma est assez optimiste, mais si on regarde donc les participants, donc j'ai certaines statistiques qui montrent que la part des jeunes est très très faible par rapport à ce qu'ils représentent dans la population donc locale. Donc les jeunes ils sont désintéressés donc de la chose publique, et la question de réfléchir avec la municipalité sur vers quoi on oriente les investissements futurs est décidément une question qui ne les intéresse pas. En même temps, donc disons les finances locales ne représentent que 3,8% des finances publiques, donc on est en train d'inviter la population pour discuter d'investissements donc très minimes, et qui, même si ils vont être choisis sur la base de la volonté des habitants, ces investissements ne seront pas à même de répondre réellement donc aux besoins. Donc, malgré des avancées notables au niveau des approches, donc on n'est plus dans le top-down, mais on est davantage dans la réflexion donc collaborative. Malgré ce changement donc perceptible depuis maintenant 5 années, donc les jeunes s'en accrochent pas à ce changement. Bien au contraire, donc on voit bien dans certains cafés, dans certains lieux culturels, dans certains espaces qui n'ont pas été conçus comme espace public ou comme équipement, donc ces espaces, disons, informels, qui sont transformés par l'action des jeunes qui, d'une manière personnelle ou collective en petits groupes, donc transforment certains espaces, transforment certains lieux pour en faire ou bien des espaces publics dans lesquels ils peuvent agir ou s'exprimer, ou bien pour les transformer en équipements socio-collectifs. Je pense notamment à certains cafés donc de jeunes qui sont transformés de fait en lieu de rencontre, lieu d'expression donc, artistique, musicale, lieu de débat, lieu de compétences sur pas mal de sujets, donc sport, jeux vidéo, etc. Et donc, les politiques publiques sont en train d'évoluer, même si c'est un peu timide. Les jeunes ne s'y accrochent pas pour le moment, c'est ce qu'on peut donc observer, mais en même temps, donc ils ont des attitudes ou des pratiques, disons, d'évitement et de remplacement donc des structures donc institutionnelles. Voilà la situation donc aujourd'hui. On n'en est qu'au début donc du processus de décentralisation. Donc il va falloir avoir donc un bon souffle donc pour pouvoir donc continuer, être patient également, et surtout être innovant et inventif. Si on va continuer à avoir les projets qu'on ressort des tiroirs donc à chaque fois, comme on le fait depuis les années 70 en termes de maisons de culture, maisons de jeunes, terrains de quartier, je pense que on n'est plus donc très accrocheur, et donc il va falloir être beaucoup plus innovant si on veut avoir les jeunes qui un, participent donc à la fabrication de la politique publique, et deux, qui jouissent aussi de ce qu'on va donc offrir au niveau institutionnel. Voilà.
Sommeil, je pense qu'on t'a Ouais, perdu. on a perdu Sommeil, je crois. Donc, on peut, je pense, s'auto-organiser Peut-être pour réagir. que Exactement. Sommeil ne Je revienne crois pas. qu'Alim veut intervenir. Ouais, je voulais réagir en fait par rapport à ce que tu disais, Yacine, effectivement. Quand on les a questionnés sur leur engagement, l'engagement dans lequel ils se projetteraient le plus, effectivement, c'est l'engagement dans leur quartier ou pour leur environnement proche. En fait, beaucoup plus que pour d'un engagement par rapport au pays ou aux partis politiques, etc., sur lesquels il y a une totale désillusion. Donc, ils sont beaucoup plus prêts à participer dans un engagement par rapport à leur municipalité. D'ailleurs, on avait dans un des focus group d'El Mourouge, en fait, l'expérience des jeunes d'El Mourouge et de leur donc, participation aux élections, aux dernières élections municipales. Mais c'était aussi, même dans les autres focus group où en fait il n'a pas été question de cette, voilà, de cette expérience, ils exprimaient plus enfin, l'envie de pouvoir participer à leur quartier et même ils s'exprimaient en fait pour certains le fait d'avoir, par exemple à Cédacine, des endroits où ils jouaient au foot ou des endroits où ils se retrouvaient qui, eux, sont repris par la municipalité. En fait, ils le perçoivent comme une forme d'agression. C'est-à-dire comment leurs espaces sont parfois repris par la municipalité sans aucune concertation. Concertation en même temps, comme tu dis très bien, il y a chez eux, alors tu as dit, ils sont désintéressés par la chose ou par la participation dans les municipalités. Eux, ils se sentent exclus tu vois, la perception, c'est de se sentir exclu. Et en même temps, ils désillusionnent de pouvoir pour être dans un débat et dans un échange et de pouvoir être réellement acteur dans ces. Alors, la chose qu'ils ont beaucoup exprimée, c'est une FOCO, c'est-à-dire prendre par la force les espaces ou prendre par la force les lieux de leur quartier. Donc, beaucoup plus que être dans un schéma de construction démocratique et participative. Tu vois, enfin, on a beaucoup trouvé de mots qui correspondaient au fait de se réapproprier par la force les espaces qui pour eux étaient les leurs. Donc ça, c'était ma réaction par rapport à ce que tu viens de dire. Et par rapport à ce que disait Souhaï, je sais pas en fait. Tu dis que la violence a augmenté, les actes de violence ont augmenté. Tu donnes un chiffre de 12%, et qu'il y a beaucoup plus de violence, etc. dans les familles. Moi, je pense que quand on est dans un contexte de transition démocratique, dans un contexte voilà, post-dictature et de chape de plomb, enfin levé d'une certaine pression de l'État, je ne sais pas si 12% c'est un chiffre important. Moi, je pense qu'on est beaucoup plus, par contre, dans une expression, enfin, les actes violents, on en parle plus. C'est devenu une chose publique et c'est bien parce que je pense que c'est uniquement quand elles vont devenir choses publiques que l'on va pouvoir travailler dessus et qu'il va y avoir une conscientisation et que l'on va pouvoir peut-être exprimer, enfin, quand je vois que 70% des jeunes disent et que les Tunisiens sont violents entre eux et qu'il y a une violence dans la société, donc ils en sont conscients. Et si aujourd'hui cette violence, elle est exprimée, verbalisée, elle est publique, on va pouvoir peut-être y travailler. Moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas les 12%. Ce que je trouve plutôt comme résonance favorable, c'est qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Et si on en parle beaucoup plus, on va peut-être pouvoir travailler sur cette violence. Il y a un dernier petit point que j'ai oublié de dire tout à l'heure, parce que tu as parlé de la violence au niveau des familles. Quand on a fait enfin voilà, une petite ACP à travers l'ensemble des questions, etc., enfin, une petite analyse en fait statistique dans lesquelles on regroupait enfin, les questions et puis les réponses des
les répondants, et on trouve en fait. Sur la violence, elle se divise en 3 axes. Il y a une violence qui est carrément la violence institutionnelle, et là, il y a voilà, les réponses sur la violence institutionnelle vont ensemble, concordent. On a une violence sur la violence sociétale, la violence de la société, et là même la violence que l'État se soucie plus des riches que des pauvres, et elle est associée à cette violence de la société sociétale. Et après, on avait la violence familiale qui partait dans un axe totalement à part. Et quand on les a questionnés là-dessus, ils disent oui, non, attendez, non, la violence familiale, c'est pas pareil. C'est autre chose, la violence familiale. La violence familiale, c'est une violence à l'intérieur de la cellule familiale, c'est pour éduquer. Et la violence familiale, il te frappe, mais il est capable de il frapper pour toi, c'est-à-dire frapper pour te défendre. Donc c'est une violence qui est dans la violence familiale, comme une violence quelque peu protectrice aussi. Donc éducation, qui a un rôle éducatif. Je n'estime pas du tout, hein, je reprends ce que disent les jeunes. Et une violence qui est protectrice. Donc, ça nous avait interpellés en voyant cet item qui partait tout seul. Mais finalement, quand on les a questionnés, on a très bien compris comment ils perçoivent cette violence familiale comme elle a un autre sens. Elle n'est pas dans un vécu d'injustice, elle n'est pas dans un vécu violent de rapport à l'État et elle n'est pas dans un vécu violent de la société. Voilà, c'est juste ce que je voulais un petit peu rajouter en attendant que Soumaïa revienne vers nous, et elle est là. Oui. Est-ce que je voulais te demander, parce qu'à un moment, il y a eu une mauvaise connexion. Je voulais demander à Elim par rapport à cette notion de désengagement, engagement. En fait, Yessine a parlé de désengagement par rapport aux affaires locales et par rapport à l'investissement dans cette sphère-là. Mais je voulais voir avec toi, Lim, par rapport à cette notion, et est-ce que au niveau de l'étude, est-ce qu'il y a des niveaux d'engagement par rapport à des secteurs, disons, d'activité, ou même à comment est défini l'engagement et chez les jeunes, et comment vous définissez l'engagement des jeunes? En fait, j'ai pris l'initiative d'y répondre un petit peu parce qu'en réagissant à Yacine, en fait, pendant le petit moment où le réseau t'a éloigné de nous, et en disant justement que, en fait, les jeunes étaient plus dans un rapport où il y a une désillusion par rapport à institutionnel, aux institutions, mais qu'ils sont pleinement dans un engagement par rapport et souhaitent être dans un engagement par rapport à leur environnement, par rapport à leur quartier, etc. Donc, mais ils ne trouvent pas toujours leur place. Et ils se disent prendre les espaces par la force. Il faut quoi en fait? Les mots qu'ils utilisent, c'est des mots un petit peu violents quand ils expriment leur volonté de garder un espace pour eux, de préserver leur espace, leur terrain de foot, etc., etc. Après, rentrer dans la démarche démocratique, institutionnelle du fonctionnement des municipalités, c'est un chemin pour eux, qu'ils décrivent difficile, ardu, et dans lequel ils se sentent exclus. Alors, après, voilà, c'est ce qui nous a été exprimé dans les focus group et avec les jeunes avec lesquels on a travaillé. Je ne peux pas me permettre d'extrapoler ça au-delà de cela. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et après, effectivement, par rapport à l'engagement… Je n'ai pas entendu ce que vous aviez dit, Lim. Je ne sais pas si… Personne ne m'a entendu? Allô? Si, je pense que c'était clair. On t'écoutait. C'était clair. Alors, par rapport à l'engagement, bien sûr, c'est toujours, ou bien d'appartenir à… les clubs sportifs viennent en première position, les associations en deuxième position,
Et puis, Moi, je ne vous entends il y a un désengagement du politique complètement et un désengagement par rapport à tout ce qui est institutionnel aussi. En fait, l'engagement, il vient en voilà, dernière position, les syndicats, tout ça, c'est ça. Bon, les syndicats, ils sont encore, la plupart étaient bien sûr au chômage, donc ce qui explique aussi ce chiffre assez faible par rapport à l'engagement syndical. Thomas, tu voulais intervenir? Non? Oui, Oui. si. Bah, je vais Vas-y, je t'en prie. alors, c'était extrêmement intéressant. Moi, je suis un peu plus sur le terrain et un peu moins sur les chiffres, j'avoue, et un peu plus sur l'instinct et un peu moins sur l'aspect universitaire. Mais c'est extrêmement intéressant de vous entendre parler. Moi, je vais juste revenir sur la réappropriation un peu du pouvoir citoyen. C'est dans le projet, par exemple, pour prendre un cas d'étude. Alors, je vais pas parler des violences entre les jeunes parce que moi je l'ai pas ressenti. Enfin, je veux dire pas plus qu'ailleurs en fait, véritablement, personnellement, avec les gars avec qui j'ai bossé. Par contre, nous on a répondu à un autre axe de violence qui était la violence visuelle de l'espace urbain, qui est correspondante quand même. Et on a eu un travail, un moment de réappropriation de comment on répond, comment on fait passer cette violence visuelle des déchets et comment on reprend le contrôle et comment on enlève la patine qu'on a, le regard, comment on change le regard pour amener de la poésie sur ces matières-là. Et j'ai senti durant les 3 mois un énorme engagement, en tout cas ça a été exponentiel sur l'envie de se réapproprier son territoire, de changer les choses, de changer son regard et de ramener. Je pensais, bon, ça c'était extrêmement intéressant parce que vu que les cas avec qui j'ai bossé, ils étaient déjà intervenus sur un programme de la rue avec Serge Aimé, j'ai été extrêmement surpris de voir que leur vision de l'art, elle était. Je m'attendais à avoir des gars en face de moi qui me disent mais de quoi tu parles, c'est quoi la poésie, on s'en fout, je comprends pas ce que tu me dis. C'est beaucoup de travailler sur l'aspect poétique de l'objet et donc parfois sur l'aspect pratique, il est un peu pas oublié, mais en tout cas il arrive dans un second plan. Et j'ai été extrêmement surpris de voir que ils étaient extrêmement, ils comprenaient directement. Et je sentais que ce qui s'était passé avant avec Serge Aimé, c'est ce qui avait fait changer leur regard, ou alors d'autres projets avant. Ça, c'était extrêmement intéressant. On n'a pas eu de soucis, nous, dans la discussion, dans le travail sur la compréhension de l'aspect artistique de ce qu'on faisait. Mais c'était extrêmement intéressant et leur regard et leur discours a changé sur leur environnement visuel, donc, et tous les déchets qu'on retrouve et d'amener une autre vision là-dessus. Voilà. C'est ça que je voulais parler, je voulais juste m'exprimer là-dessus. Et du coup, c'est vraiment une réappropriation de son pouvoir citoyen pour le coup. On n'est pas une association, c'est pas mais le fonctionnement est extrêmement associatif dans ce qu'on fait. Et l'investissement, il est total. Enfin, il est total. Il est extrêmement présent. Je pense que, en effet, quand on parle de politique, de syndicats, mais c'est des gros mots, on comprend rien. Mais même nous, on comprend rien. Tout ça, c'est énorme. Et on a besoin de choses claires, de combats clairs. Je pense que c'est ça. On nous noie dans des informations. C'est pour ça que la politique, on est désintéressé. Genre, moi aussi, je suis désintéressé de la politique, pas dans le sens pur de la terminologie politique, mais dans les politiciens, la communication, on comprend rien à ce qu'ils disent. Enfin, ça, c'est pas clair. On nous noie dans beaucoup d'informations. Quand on revient à des choses simples, à des choses de terrain, les gens sont directement engagés très rapidement. Voilà. Si je peux intervenir pour faire juste 2-3 remarques par rapport à vos interventions à tous les trois. Thomas, moi, ce qui m'intéresse là beaucoup dans ce que tu dis, c'est ce qui croise aussi ce que dit Rim et puis ce que dit Yacine, c'est que finalement ce travail avec toi, enfin l'engagement est complet, total, etc. Pardon, il y a
Il y a eu du boulot, on a tous progressé Ah, ça, ensemble. c'est sûr. ça, je doute pas ça m'étonnerait qu'il se soit présenté comme ça et puis qu'ils aient adhéré à 100%. Je pense qu'il a fallu convaincre. Et il a fallu convaincre que pas simplement par des mots, mais par des actes. Et le moment où on a sorti des objets, vraiment, on a fait des choses réalistes, ça a été le premier déclic. Voilà. Le discours, encore une fois, même mon discours, même si c'était sur des choses plus terre à terre, ça restait un discours. L'action de faire, ça change le regard. Et justement, alors du coup, le fait qu'il n'ait pas eu de rejet ou sur les mots que tu employais, enfin quand tu parlais de poésie, etc., c'est probablement qu'il n'y a aussi pas un a priori négatif comme il peut y en avoir avec les institutions. Ce qui pourrait rejoindre, qu'on essaie de comprendre leur non-adhésion à l'aspect institutionnel. Parce que les initiatives, là, Yacine, il l'a dit, il y a des initiatives institutionnelles qui sont faites par les municipalités, par le gouvernement, il y a des choses qui sont faites. Mais il y a des a priori, à mon avis, très très forts, et qui fait qu'ils se sentent, qu'il y a la perception de l'exclusion, comme l'a souligné Rim. Donc, et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je pensais à la municipalité, parce que il y aurait un aspect municipal peut-être moins connoté négativement que l'État pour le moment. Je veux dire, pour le moment. Après, il faudrait que ça passe, à mon avis, par des dispositifs qui parlent aux jeunes et pourquoi pas, ça pourrait tout simplement aussi fonctionner par un appui fort de la municipalité. Enfin, je pense que ça se fait, aux associations, quoi. C'est-à-dire travailler main dans la main avec les associations. Je suis quasiment certain que ça se fait. Et ce qui permettrait à vous de vous aider à mieux faire votre travail, quoi, tout simplement. Pour rebondir sur ce que tu dis, après, il y a un truc qui est très très important de mon côté, c'est que la question du langage, qui est discriminante énormément. Et c'est pour ça qu'aussi, il y a des gens qui ne sentent pas à l'aise avec le langage. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas. C'est pas pour ça qu'ils n'ont pas des choses à dire. Mais inévitablement, ça crée une barrière sur l'investissement institutionnel, etc. Ce qui est intéressant dans le travail qu'on faisait, nous, c'est que le langage, c'est pas les mots. C'est la forme. C'est ça. Et donc, on propose un autre langage où on revient tous un peu au même niveau. Donc, inévitablement, ils se sentent moins peut-être discriminés ou ils se sentent. C'est ça. Non, et puis ça leur permet de se valoriser. Exactement. Parce que le langage, les mots peuvent, au contraire, peut les dévaloriser. Ils en sont peut-être conscients. Et là, c'est un autre langage où ils peuvent se sentir valorisés. Et alors, juste Rim, pour rebondir là sur ce que tu as évoqué. En fait, les chiffres sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'était 2012 à 2015. La plupart des chiffres qu'on a, c'est ceux du ministère de l'Intérieur. La difficulté qu'on a en Tunisie, je ne sais pas si ça a changé, ça c'est peut-être Yacine est beaucoup plus au fait de ça, c'est que les statistiques qu'on possède sur la sécurité, sur sur les faits de violence, etc., sur la délinquance de manière générale, c'est des statistiques nationales. Alors, il est évident que le ministère de l'Intérieur les agrège des données locales, ça c'est sûr. Il peut pas faire des stats tout de suite nationales, c'est impossible. Ça veut dire qu'ils ont les chiffres. Moi, j'ai pas pu les consulter, mais il est évident. Et ça manque, c'est-à-dire qu'on n'a pas les données quartier par quartier, région par région, etc. Peut-être au niveau régional, peut-être qu'ils sont accessibles. Ça peut-être Yacine doit peut-être savoir ça. Et donc, alors on dépend finalement de ce que le ministère de l'Intérieur dit. Simplement, les études qualitatives comme celle qu'a menée Yacine ou d'autres, là, elles montrent effectivement que ça va au-delà de ce que disent les chiffres et les données. Par rapport à ce que mais évidemment tout ça fait partie de. Enfin, je veux dire, on constate
le même phénomène dans tous les pays en transition, qui ont vécu les transitions. Hein. Ça, c'est clair et net. Depuis toujours, c'est comme ça. Sur la question que tu évoquais sur ces trois axes de type de violence, tu disais, c'est ça? En fait, oui, tout à fait. Ouais, sur cette mise à cette perception complètement différente, c'est carrément une autre catégorie, la violence familiale finalement. Ils le perçoivent comme carrément une autre catégorie. Mais il est évident qu'elle participe d'une violence, enfin, on peut pas la sortir d'une violence sociale, quoi, d'une violence globale qui est déjà présente dans la société. Et il doit y avoir des phénomènes d'intériorisation des valeurs, en gros, familiales et éducatives, qui disent qu'il faut que ça passe par une certaine forme de violence, mais qui, alors là, pour le coup, si je t'écoute bien, qui est perçu comme légitime. Non, je suis tout à fait. En fait, là, on est sur des résultats en fait de perception. Après, quand on les analyse, effectivement, c'est une construction même dans la violence. C'est-à-dire que si dans la en fait, il relève qu'il y a de la violence intrafamiliale, que cette violence intrafamiliale est souvent présente très très jeune dans la famille, est toujours présente d'une manière, c'est-à-dire dans leur développement. C'est-à-dire qu'on a une construction, je suis tout à fait d'accord, après en l'analysant, on a une construction qui se fait déjà dans la famille, dans la violence. Et donc, si on a une construction qui est déjà dans la famille, dans la violence, ça donne un rapport dans l'expression qui va, enfin, dans l'agir, dans comment s'exprimer, qui va être fait dans la violence. Mais comme disait Soumaïa au début, c'est une violence qui est normale, en fait. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Et ce qu'a dit Thomas aussi, quoi. Ça fait partie du contexte, quoi. Ça fait partie du contexte. Mais ce qui est intéressant, parce qu'en fait, très souvent, quand on a une construction identitaire qui se fait dans la violence, on a le passage à l'acte qui est qui est dans l'impulsif, enfin qui est impulsif, et on a tout ce qui est passage par la pensée, par la réflexion, etc., qui est souvent altéré quand on a cette construction dans la violence. Et ça m'intéresse beaucoup ce que disait Thomas, parce que finalement ça met énormément de liens. Qu'est-ce que disait Thomas? Il nous disait en fait, le discours politique ou le discours d'une manière générale des syndicats, etc., ça n'intéresse pas les jeunes. Et par contre, quand on les a mis dans une activité artistique, quand on les a mis dans l'art, quand on les a mis finalement dans quoi? Dans l'agir, quand on les a mis en action. Et là, ça les a, voilà, ils étaient totalement dedans et ils ont participé, etc. Et je pense que c'est tout à fait ça. C'est parce qu'on a une construction identitaire qui se fait dans la violence et qui se fait donc dans une incapacité à penser souvent et à se penser, enfin une difficulté à penser et à se penser, et qui va privilégier le passage à l'acte. Quand on va les mettre effectivement tout l'intérêt de l'art et de l'activité artistique, quand on va mettre ces personnes-là déjà dans l'action, dans l'agir, dans la production et dans l'expression par l'art, je pense qu'effectivement c'est un exutoire ou c'est un élément pour pouvoir justement extérioriser et être dans un passage à l'acte différent du passage à l'acte violent qui me paraît être vraiment porteur et très pouvoir développer chez ces jeunes-là. Voilà. Effectivement, Olim, même les jeunes qui ont participé pour la résidence de Serge Aimé, ils ont exprimé justement, parce qu'il y a eu 3 sessions à des moments différents. Et donc, ils étaient en attente
la prochaine session pour pouvoir se libérer. Parce qu'en fait, c'était comme une espèce de libération, de sortir complètement les ressentis, la pression, que ce soit sociale, familiale ou autre, et de se dire je libère quoi. Enfin, je suis moi-même. Il y a en fait l'art permet de se retrouver en dehors de tout, de tout masque en fait, de toute image, mais en même temps la représentation, ce qu'ont représenté les jeunes à travers les tableaux chorégraphiques, c'était bien quelque chose qui les énervait. C'était justement une représentation de la violence policière exercée sur eux. L'un des moments des tableaux en fait qu'ils ont créé et qu'ils ont justement exposé ou pas exposé, mais je veux dire qu'ils ont été les acteurs de l'événement de Dream City. Et ça a été complètement mis en scène, retravaillé d'une autre façon, mais c'est ce qu'ils avaient sur le cœur, c'est ce qu'ils portaient sur le cœur et c'est ce qu'ils voulaient justement traduire à travers cette expression corporelle. Je voudrais juste intervenir une dernière fois par rapport à ce que disait Yacine. Alors, donc, effectivement, le problème qu'on a là en Tunisie, c'est que tout le cadre légal, enfin, sauf la mise en homogénéité de l'ancienne loi locale, enfin la loi de 75 et puis de 1975 et puis le code des collectivités locales qui fait toute cette confusion. En fait, on a deux systèmes qui continuent de cadres légaux qui continuent d'évoluer. Donc, hormis ça, on a quand même un changement du cadre légal en Tunisie qui pourrait permettre à la municipalité de plus ou moins prendre sa place et notamment de pouvoir être utile au niveau prévention de la violence, dans le sens où l'intérêt de la municipalité, c'est que municipalité et État sont censés agir pour l'intérêt général. Mais le truc avec la chose avec l'État, c'est que, et ses représentants, c'est qu'ils ne peuvent pas non plus se départir d'un certain intérêt de l'État, spécifiquement de l'État, et pas uniquement l'intérêt général, c'est-à-dire celui des citoyens. Bon, tu me diras, c'est la même chose pour la municipalité, où il y a des intérêts partisans, il y a des intérêts personnels, politiques, etc. Mais je veux dire, au-delà de ça, est-ce que tu ne penses pas justement que ces litiges qui sont inévitables, ces confrontations un peu musclées dont tu as parlé, entre par exemple l'Oueli et puis certains maires, la manière dont ces litiges vont être tranchés par rapport aux compétences, par rapport à qui fait quoi, comment, etc., et qui a le droit de faire quelque chose, est-ce que tu ne penses pas que ça peut aider au niveau opérationnel, justement, au niveau local, à faire en sorte qu'il y ait moins de conflits de compétences et que la municipalité trouve sa place et que ça s'équilibre, que les pouvoirs s'équilibrent un petit peu et que la municipalité n'aurait pas justement son rôle à jouer dans des choses spécifiques comme la prévention, puisqu'elle est en contact plus étroit, j'allais dire, avec la société civile et puis ses associations, en fait, ses représentations de la société civile. Oui, justement, on peut dire qu'il y a un avant 2018 et un après 2018. Donc 2018, deux dates phares. Donc celle que tu as évoquée, donc en avril, donc la parution du nouveau cadre légal de la décentralisation, donc donnant lieu à plus de pouvoir et plus de compétences aux communes et notamment à cette question de compétences générales. Mais en même temps, il y a eu les élections municipales. Donc, c'est la première fois depuis 2011 qu'on a des personnes donc, jouissant de la légitimité à l'échelle locale qui sont élus et qui sont là pour parler au nom de leur population, même si ces nouveaux maires sont également l'objet donc de pression politique de par les autres partis donc
politiques pour lesquelles ils n'ont pas voté. Et donc, ce nouveau pouvoir donc en place, il est en confrontation donc avec l'État central, avec ses représentations donc régionales. Ces maires essayent de s'organiser donc eux-mêmes dans le cadre de cette fédération nationale des communes tunisiennes pour essayer de peser sur l'action publique, pour faire du plaidoyer, pour avoir plus de marge de manœuvre donc, au niveau local. Et donc, il y a une certaine donc, dynamique. Ces dynamiques risquent d'être cassées dans 2 ans, lorsqu'il va y avoir les nouvelles élections municipales. Cette année, on va avoir de nouvelles personnes. Les maires aujourd'hui ont eu donc ont fait beaucoup d'efforts, ont eu donc beaucoup de mal à asseoir donc leur action locale face à des wali donc qui n'étaient pas toujours donc très convaincus et très coopératifs par rapport à des populations donc locales très demandeuses donc d'investissement pour lesquels donc les maires n'avaient pas assez de ressources. Donc il y a eu une capitalisation d'une certaine transformation donc qu'on a au niveau donc institutionnel, au niveau local. Comment donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment l'État va-t-il donc prendre ça en considération lorsqu'il y a eu donc les premiers travaux sur la décentralisation, donc la préparation du code des collectivités ou bien le nouveau découpage municipal, il n'y avait pas de force locale donc avec qui discuter, donc on était en asymétrie institutionnelle totale. Donc l'État a fait ce qu'il voulait avec cette loi, avec le découpage municipal. Aujourd'hui, l'État ne peut plus faire business as usual et continuer à décréter que ce soit des textes ou bien des décisions, des politiques publiques sans tenir compte de ce que demandent les municipalités. Donc ça, c'est le premier enjeu. Donc est-ce que l'État va avoir l'intelligence nécessaire pour essayer donc de se rapprocher des collectivités, et en se rapprochant des collectivités, donc il y aura un rapprochement des populations que ces collectivités, comme tu le dis donc au démarrage, donc représentent les courroies donc de transmission. Et deuxièmement, donc le deuxième enjeu, se situe au niveau des collectivités elles-mêmes. Auront-elles assez de souffle pour continuer à travailler dans des conditions extrêmement donc difficiles, donc de moyens humains, de moyens matériels, et être exercés par les autorités de l'État et de leur représentation donc, régionale. Voilà, très rapide. Merci, merci Etienne. Merci beaucoup à tous vraiment pour ces interventions, pour ces différentes interventions. Et la thématique, elle est bien passionnante, mais je pense aussi que la voix, la voie par rapport à cette notion de prévention est certainement, comme tu dis, Souhaïl, chez aussi le travail des associations et de la société civile, et notamment des associations comme la RUE font un travail monumental dans justement la création d'une cohésion, d'une certaine cohésion sociale, d'une certaine de renforcement de liens entre les gens, que ce soit les habitants de différents quartiers qui sont en conflit ou autres, et que la pratique artistique finalement et comme je l'ai dit tout à l'heure, une sorte de libération, mais aussi de connexion et d'un changement de rapport à soi et aux autres et finalement au monde. Je ne sais pas si vous avez des réflexions pour finaliser en fait cette séance de débat. Tom, je ne sais pas s'il est encore là. Sinon, on finalisera avec les portes ouvertes demain pour justement venir peut-être pas nombreux à cause des conditions sanitaires, mais
de venir. Ouais, bon, Souhail, t'es pas à Tunis, donc. Malheureusement. Mais oui. Non, on a des jauges, mais tout le monde est le bienvenu. Il y a de la place. Ce sera intéressant de discuter de vive voix aussi, et avec l'équipe surtout, parce que c'est ça important. Je pense que c'est ça qui est important. On en a parlé, mais c'est juste que c'est la jeunesse ou pas la jeunesse. C'est juste un moment, il faut donner la parole aux gens au lieu de parler pour eux. Voilà. Et puis, moi, je voudrais juste revenir sur un truc. Vous en avez parlé, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de la solution, c'est que s'il n'y a pas de, c'est que c'est valable pour la Tunisie, mais comme partout dans le monde, je pense. Mais comment tu veux combattre la violence sans exutoire? C'est-à-dire que c'est tout. C'est fin de l'histoire, en fait. Tu t'offres rien aux gens. Alors, évidemment, ils ont la rage, hein, mais il faut des exutoires. Des exutoires, ça peut être aller taper le ballon, aller faire du sport, chanter, voir des spectacles. C'est plein de choses. Mais si on n'a pas cette offre-là, on pourra en parler pendant des siècles. Hein. On ne trouvera jamais de solution. Il faut que les gens ils puissent s'exprimer ailleurs que dans le travail et que c'est pas juste charbonner de 8h à 19h pour pouvoir payer son loyer et sa bouffe. Enfin, c'est ça, c'est juste ça. On a besoin de se vider la tête. Et là, c'est une très bonne solution. C'est pas la seule, il y en a plein. Toutes les bonnes solutions. Tout à fait, Thomas, dans tout ce qui est les grands débats et dans les grandes analyses des push and pull factors, blablabla, sur l'engagement dans l'extrémisme violent, on rapporte tout le temps, en fait, voilà, la rencontre avec quelqu'un ou la rencontre avec le discours. Et c'est l'offre de rencontre et l'offre de discours quand elle est asséchée, quand elle n'existe pas, quand elle devient unique, c'est elle qui va faire en sorte qu'il va y avoir des centaines et des milliers de personnes qui vont s'engager dans des voies qui sont les voies de la violence et de la violence extrême. Pour peu qu'on puisse offrir une offre justement qui puisse aller dans l'art, qui puisse aller dans le sport, qui puisse aller dans d'autres formes d'engagement, effectivement, c'est d'autres rencontres qui vont offrir d'autres engagements. Donc, oui, bien sûr, on peut encourager. En t'écoutant parler tout à l'heure, je me rappelais d'une chanson. Alors, on va peut-être se moquer, les jeunes vont peut-être se moquer de moi, mais je me rappelle, c'était un des rappeurs qui disait qu'on vit Aïchine qui m'a enfin, comme de la poubelle, enfin, comme des détritus dans une poubelle. Et là, en fait, tout ton projet qui met ces détritus dans une œuvre d'art, dans quelque chose de complètement artistique, Enfin, je suis curieuse de venir voir, justement, parce que je pense que ça fait écho à tout ce que ce mal-être des jeunes ont pu exprimer. Et j'espère j'imagine qu'ils ont dû l'exprimer merveilleusement, enfin, dans une belle esthétique. À vendredi après-midi pour moi. Parfait. Dès qu'il y aura du monde, pour moi, ce sera vendredi après-midi. Passe quand tu veux. Venez nombreux. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci, au revoir. Merci.